Ravi de vous retrouver pour un nouveau panel, ici à Emerging Valley, à Marseille, dans ce somptueux cadre offert par le Palais Faro. Alors, je vais peut-être me représenter, Simon Jaguello, je suis le correspondant à Bruxelles du magazine Forbes Afrique. Et maintenant, nous allons en fait débattre d'une thématique qui va porter sur la logistique, comment les startups du continent réinventent le transport africain à l'heure du big data, regard croisé entre startups et investisseurs. Comme vous le savez, la crise planétaire de la Covid-19 en tant que telle a généré de sérieux dysfonctionnements logistiques sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales et aussi africaines et a conduit de nombreux États à reconsidérer des solutions locales et circuits courts. Pénurie, délais de livraison hors normes et coûts exorbitants, comment anticiper ces chocs? C'est parmi les questions que nous allons aborder avec quels sont les challenges dans le contexte africain, comment les passer outre. Et j'aurai le plaisir de répondre entre autres à ces questions avec mes panélistes. Je vais commencer par Monsieur Driss Djabar, qui est le fondateur de Cloudfreight. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir ici sur ce plateau à Emerging Valley. Plaisir partagé. Et à ma droite, j'ai Monsieur Arthur Huet, qui est le cofondateur de Savvy Ventures et de Kantar. Tuette. Arthur Tuette. Exactement, fondateur de Savvy, qui est un fonds de venture capital actif en Afrique, et de Kantar, une marketplace de transport en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Écoutez, plaisir de vous avoir ici. Alors, Driss, je vais commencer. Voilà. Par vous, une première question. Quels sont les changements apportés par le numérique dans le secteur de la logistique aujourd'hui? Alors, c'est quand même une question qui est très, je dirais, intéressante. Pour y répondre, il faut partir un peu du constat de ce secteur-là du transport qui est depuis plusieurs années en dehors des radars de la transformation digitale. Donc c'est un secteur qui est ancien, un vieux secteur, on parle du transport, des camions, un secteur qui est peu sexy quand même. Quand on parle de chauffeur routier, c'est pas le métier dont rêvent en fait tous les gens. Et c'est un secteur qui aussi aujourd'hui, il ouvre un peu ses bras à cette transformation digitale et à juste titre d'ailleurs parce que c'est grâce à la transformation où on peut aller chercher plus d'efficacité, plus d'opportunités. Et si on cite en fait un chiffre, par exemple en Europe, des statistiques, ils mettent en évidence un creux en termes de capacité de chargement. C'est-à-dire en Europe, il manque entre 200 et 250 000 chauffeurs pour subvenir un peu aux besoins de ce secteur-là en Europe. Et si on rajoute à ça aussi le nombre de camions qui circulent à vide un peu partout dans le monde, ben on est en face en fait d'un secteur qui est peu efficace, qui est peu efficient et qui a besoin justement d'un nouveau sang pour aller chercher une efficacité, une optimisation. Y a-t-il des conséquences environnementales sur le dernier exemple peut-être que vous avez cité? Bien sûr, quand on parle en fait de retour à vide, aujourd'hui, c'est un camion qui circule à vide, un peu partout au monde. C'est-à-dire quand on envoie un camion d'un point A à un point B, ben, un camion sur 3, il revient à vide. C'est une aberration sur le plan économique et sur le plan écologique. Sur le plan économique, c'est une perte de chiffre d'affaires pour les sociétés de transport, surtout quand on sait que les sociétés de transport, 90%, c'est des petites structures qui ont moins de 5 camions et qui n'ont pas de force commerciale, de service marketing pour aller chercher des opportunités à des milliers de kilomètres de leur lieu de prédilection, là où ils ont démarré leur business. Et sur le plan écologique, c'est des milliers de millions, voire des millions de kilomètres parcourus à vide, et c'est un impact néfaste pour notre environnement, surtout quand on sait que c'est le secteur du transport routier de marchandises, c'est l'un des secteurs les plus polluants au monde. Et pas que, parce que je vois ici, selon une étude publiée en juin 2021 par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, donc ici un peu un autre segment, je dirais. Écoutez, on a retrouvé plus de 200 000 tonnes de plastique se sont déversées rien que dans la Méditerranée, donc à 2 pas d'ici, je dirais. Donc, ce qui montre que quelque part, la technologie pourrait apporter éventuellement, on en discutera un peu plus tard là-dessus aussi. J'aurais peut-être une dernière question, parce que ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est ce que vous avez dit, que la technologie a pris du retard pour être prise en considération pour la logistique. Pourquoi ce retard ? C'est une vieille industrie en fait. Je pense que depuis les 20 dernières années, ce qui a changé, en fait, c'est une industrie qui a peu changé. C'est une industrie où on a encore en fait du fax, on a encore en fait beaucoup de coups de téléphone.
Ok. En moyenne, c'est 30 en fait, appels téléphoniques pour une opération, c'est-à-dire pour un besoin de transport d'un point A à un point B. Et du papier. Et du Donc, papier carbone, ouais. c'est une industrie Bien en dit fait par Arthur. avec beaucoup de paperasse. Pourquoi? Parce que il y a certains, en tout cas, c'est aussi les acteurs de ce secteur-là, c'est des vieux de la vieille, comme on dit. Ils ont acheté un premier camion, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils n'ont pas eu d'études, Ouais. ils sont pas un peu, je dirais, en mode digital. Mais par contre, ils avaient les moyens d'acheter des camions, de les placer sur le marché. Et aujourd'hui, par contre, ces mêmes acteurs se rendre compte de l'opportunité qu'ils perdent à ne pas se lancer sur ce chemin de digitalisation. Et la Vous parlez crise, quoi, des grands groupes, par exemple? les grands groupes, à la limite, en Europe, ils sont sensibilisés à ça. Par D'accord. contre, en face, ils n'ont pas des transporteurs qui sont aptes à répondre à ce besoin, parce qu'ils ne sont pas digitalisés, parce que c'est des transporteurs qui continuent à travailler, comme on l'a dit, par Ouais, ouais. fax, téléphone et papier. Et c'est difficile, en fait, de mutualiser, et c'est l'enjeu, de C'est mutualiser, en fait, toutes ces petites structures, toutes ces petites sociétés avec 1, 2, 3 camions, et d'en créer, en fait, une grande communauté qui va permettre à un grand expéditeur, si on cite par exemple Amazon, il n'a pas intérêt à appeler 100 transporteurs, mais plutôt d'avoir une plateforme ou un interlocuteur qui va lui dispatcher La le totalité. besoin en fait sur cette communauté-là. Donc c'est de mutualiser les ressources pour pouvoir simplifier un peu. Alors ici, on a Idriss, on a parlé maintenant ici de grands groupes, et ma question ici vers vous, Monsieur Thuet. Quelles sont les différences entre vous et les grands groupes, justement? En quoi les startups se démarquent-elles, surtout des géants présents en Afrique? C'est une bonne question. Alors, ce qui nous démarque, c'est que je pense qu'on est tout aussi intelligents que les gens qui bossent dans les grands groupes. C'est juste que eux, ils ont peut-être pas la flexibilité pour aller tester des projets avec des investissements de quelques dizaines de milliers d'euros Ouais. ou quelques centaines de milliers d'euros. Ils sont dans des boîtes qui sont gérées de la même manière depuis quelques décennies et ils n'ont pas la main libre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas nos idées, ils les ont, mais en fait, le temps est beaucoup plus long dans les gros corpos et ils peuvent avoir une idée pendant 5 ans et ne pas la mettre en œuvre, alors qu'une petite entreprise va avoir la même idée et va avoir la capacité de la mettre en œuvre en quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'élément d'agilité, je dirais, ici, Oui, qui c'est fait ça. votre force. Il y en aurait d'autres par rapport à ces grands groupes, par exemple? Alors déjà, heureusement qu'ils ne sont pas capables de faire ce que nous on fait, parce que sinon on n'existerait pas. Ah Parce oui. qu'ils auraient largement les moyens et les ressources humaines pour le faire. Ils ont les portefeuilles de clients, ils ont l'influence locale. Donc c'est très bien pour nous autres jeunes entrepreneurs d'avoir cet avantage-là par rapport à eux. En outre, ils sont ravis d'utiliser nos services et pour nous, c'est des clients géniaux parce que ils ont du volume, ils ont des freins et ils sont capables de faire confiance à des jeunes boîtes qui leur montrent au fur et à mesure qu'en fait, ce sont des acteurs valables. On est légitime, on arrive à faire des choses pas trop mal, à avoir de la qualité de service et donc ils nous confient de plus en plus de business. Et on fait notre croissance aussi avec eux et grâce à eux. Donc c'est plus un partenariat qu'une vraie opposition. Mais quand vous parlez de croissance ici, ce qui m'intéresse, c'est un peu... on sait que les investissements en capital peuvent être extrêmement importants en matière de logistique. Existe-t-il un business model propre à ce secteur, mais surtout à votre niveau? Dans l'innovation logistique en Afrique, enfin peut-être dans le monde entier d'ailleurs, mais je suis pas forcément bien placé pour le dire. Oui, il y a différents business models et je pense que une boîte peut en avoir plusieurs, mais il va y avoir le transport et donc on prend un taux d'intérêt, on prend une commission sur du transport, de la même manière que Uber prend une commission sur une course. Il y a des boîtes qui prennent une commission sur une opération de transport. Il peut y avoir des services à valeur ajoutée. Nous, aujourd'hui, chez Camtar, on a 6000 chauffeurs. La question, c'est comment on redirige tous les flux monétaires qu'ils peuvent avoir avec des prestataires tiers, des compagnies d'assurance, des entreprises pétrolières pour l'essence, des fournisseurs de pièces détachées, de pneus. Comment on réussit à rediriger tous ces flux-là et on devient en fait un fournisseur
B2B de services et de biens qui leur permettent d'opérer leurs entreprises et leurs camions. Il peut y avoir de la fintech. Parce que moi, une fois que je bosse avec un transporteur pendant 2 ans, je sais exactement combien il fait comme chiffre d'affaires, combien il en fait avec moi, combien il en fait potentiellement avec les autres. Donc je suis capable de lui mettre un profil d'emprunteur en face et de lui prêter de l'argent, de l'aider à financer des camions, de l'aider à financer son fonds de roulement. Il va y avoir également, je pense que Driss pourra confirmer ça, mais lui, la logistique est une partie, c'est comment on bouge les choses, comment on bouge des biens, mais une entreprise qui gère la logistique pourrait très bien aussi gérer la partie vente, ou la plateforme où vont se rencontrer l'offre et la demande, et ensuite venir brancher leur infrastructure logistique pour permettre ensuite de bouger ces biens qui ont été achetés et vendus par 2 entités. Donc là-dessus, ce sera aussi une commission, mais en l'occurrence, ça n'a pas grand-chose à voir avec le transport, c'est juste une brique qui vient se placer au-dessus. Et en fait, l'idée, c'est essayer de gérer toute la chaîne de valeur, de pouvoir libérer au fur et à mesure ces différents canaux de revenus, et pourquoi pas faire un peu de tout. Mais quand on parle justement de transport, de chaîne de valeur, ici je veux venir au contexte africain, quels sont selon toi, Driss, les défis majeurs qui persistent ou existent encore sur le continent pour permettre à la logistique quelque part de croître et d'apporter sa croissance économique et d'emploi, je dirais aussi, sur le continent? Pour moi, le premier enjeu, c'est l'adoption de la technologie par cette population. On parle en fait de chauffeurs routiers. Pour la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre en fait des études, qui ont du mal ou auront du mal en fait à adopter des solutions technologiques. Oui. Donc l'enjeu, c'est comment faciliter et rendre l'accès à la technologie, je dirais, simple pour cette population-là. Pour nous, en tout cas, chez Cloudfreight, c'est le premier challenge. Donc l'accès à la technologie pour vos chauffeurs. À la limite, en fait, développer une solution, c'est pas coûteux, c'est pas compliqué. C'est comment en fait développer ou en tout cas créer une solution qui soit simple à utiliser par cette catégorie en fait de population. Développer une solution comme Uber pour les transporteurs. Aujourd'hui, tu peux acheter en fait des solutions plug and play. Tu les mets en place. C'est pas ça l'enjeu en soi de créer en fait ou de coder ou de sortir une solution. L'enjeu, c'est comment faire adopter cette solution par cette population. Encore une fois, nous aujourd'hui, on n'a pas encore le chiffre en fait de chauffeurs de Camtar. On est à 4500 camions. On n'est pas très loin. Ce qui est déjà un chiffre non négligeable. Mais c'est justement cette communauté-là, c'est un peu notre force de dire comment les fidéliser. Comment fidéliser cette population de chauffeurs, et pas que les chauffeurs, parce que les chauffeurs, il y a au-dessus les patrons en fait de ces sociétés de transport qui managent en fait ces chauffeurs-là. Donc proposer une panoplie de solutions simples, encore une fois, qui leur permet de ne pas passer énormément de temps sur une application, sur une plateforme, mais plutôt d'aller droit au but. Nous, le but, c'est quoi? C'est d'optimiser le maximum de camions qui circulent à vide. Donc ça, c'est notre objectif. Comment arriver à cet objectif? C'est pas de passer 2 ans à développer une solution, une application, mais de développer 1 bouton, 2 boutons en fait dans une application toute merdique comme WhatsApp. Parce que, mine de rien, en fait, tous les chauffeurs, ils utilisent WhatsApp aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas suivi en fait, d'études. Donc, il faut aller... pour nous, en fait, il ne fallait pas aller chercher midi à 14h. Il y a une solution qui est utilisée par toute la population de chauffeurs, WhatsApp. Ils sont adaptés, en tout cas, ils connaissent très bien comment ça marche. Nous, on se plug sur ça, avec une solution très bête, et ça leur permet de voir les chargements qui tombent, de suivre, ils ne savent pas lire et écrire, et du coup, ils ne vont pas écrire « je suis chez le client » ou « je ne suis pas très loin », plutôt, ils vont enregistrer un message vocal. Donc voilà, c'est en fait, c'est se plugger. Se plugger. Donc, quelque part, tu parles de compétences numériques ici, qui représenterait, je dirais, un des défis qui, selon toi... pour moi, c'est le premier défi. C'est le premier défi. C'est le premier défi. Tu en vois d'autres, à part ce que vient de citer ici Driss? Dans le contexte, je dirais, ouest-africain, Non, mais ça, c'est... Enfin, je suis 100% d'accord
Driss et mon âme sœur professionnelle, je pense qu'on a les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, on en parle et on se retrouvera sur beaucoup de sujets. Nous, c'est sûr, on a déjà... Pas nécessairement entre vous, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la thématique. Quel autre défi? Nous, les défis après, donc, mis à part la digitalisation, il y a un défi lié au secteur du transport. On est sur, en tout cas dans le contexte d'Afrique de l'Ouest, on est sur un parc automobile qui est quand même en assez mauvais état. Alors, il y a des nouvelles règles qui ont été imposées par l'administration, donc ça va s'améliorer, mais globalement, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de camions qui sont en mauvais état parce que l'entretien a été mal fait, parce que les routes sont en très mauvais état aussi, donc les camions s'abîment beaucoup plus rapidement. Et ce qui fait qu'en fait, il y a toujours des emmerdes. Et ça, c'est un gros défi à la logistique. C'est comment essayer de minimiser le nombre d'incidents. Parce que sinon, en fait, on passe sa journée à gérer des. Et comment vous gérez ça justement? Comment vous contournez ce déficit en termes d'infrastructure que tu viens citer, notamment via les routes? Nous, on essaye de garantir une certaine qualité des camions qu'on a sur notre base, dans notre base de données. Ouais. Donc, on vérifie on vérifie l'état, on vérifie la qualité des pneus, on vérifie que le camion n'est pas trop âgé, qu'il a été bien entretenu. Et ça nous permet de proposer à nos clients des camions qui, au moins, présentent un niveau de qualité suffisant pour assumer une course avec un minimum de qualité de service. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident, il y en aura toujours, mais on essaye d'éviter tout ce qui est évitable. Et je pense que c'est un des objectifs des plateformes, c'est que globalement, on gère le niveau d'exigence qu'on a vis-à-vis de nos prestataires, parce que c'est pas nous qui conduisons les camions, mais on a quand même cette capacité-là et on a ce devoir-là de ne travailler qu'avec des gens qui sont sérieux et qui sont en réalité des transporteurs professionnels. Et ça implique pas que de savoir conduire un camion. Justement, quand on parle de transport, je vais prendre peut-être un peu de hauteur, parce qu'on a quand même beaucoup parlé d'Afrique, des défis. Comment peut-on contourner certains de ces défis? Tu les as mentionnés, toi aussi, Arthur. Donc, ici, en prenant un peu de hauteur, la crise de la pandémie de la Covid-19, et surtout dans la reprise économique que l'on connaît actuelle, a quand même induit certains dysfonctionnements. Enfin, je prends un chiffre pour le secteur automobile. Écoutez, ces dysfonctionnements en termes de logistique ont coûté entre 10 et 12% de la production pourrait être perdue à cause d'un manque indispensable de semi-conducteurs qui sont produits majoritairement en Asie, comme en Malaisie. Alors, est-ce qu'au niveau mondial, je veux dire, ça s'est ressenti dans le contexte africain? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Driss? Quand on parle en fait de semi-conducteurs, donc les pays qui seront touchés en Afrique, normalement, c'est les pays qui ont déjà pris cette voie d'industrialisation ou du secteur automotive. Il n'y en a pas beaucoup en fait en Afrique. Donc tu sous-entendrais que l'Afrique aurait été moins touchée que par exemple ce dysfonctionnement qui s'est joué à l'échelle de la planète et dont les médias ont fait Je vais expliquer en deux statistiques. En fait, en Afrique, on utilise 2% de l'énergie mondiale. 2%. Alors qu'un Africain, en fait, 1 sur 6, c'est un Africain. Donc c'est déjà démesuré. C'est-à-dire, ce n'est pas un continent industrialisé. Et ce n'est pas un continent aujourd'hui qui consomme beaucoup d'énergie pour produire. D'autant plus que les pays qui produisent, ou en tout cas qui sont sur la voie de construction automotive, parce qu'on parle de semi-conducteurs, de produits industriels, et on n'a pas beaucoup. On parle d'Afrique du Sud, on parle du Maroc, on parle aussi de l'Égypte en partie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait extrapoler, en tout cas, ou élargir au niveau du continent. Mais nous, quand on parle en fait du Maroc, parce que le Maroc, récemment, il a atteint 1 million de voitures produites en fait, au niveau du Maroc. Donc, c'est devenu le premier producteur en fait, de véhicules dans le continent africain. Nous, chez Cloudfreight, on a eu cet impact. C'est-à-dire, au début, on avait commencé par répondre aux besoins de l'industrie, je dirais, agricole, agroalimentaire, avec des camions frigorifiques. Et pour diversifier un peu notre offre, on a commencé à attaquer l'industrie automotive. Et bien sûr, quand on a des problèmes comme ça, on est en face d'un arrêt cardiaque
de cette industrie en fait automotive. Donc comment on détourne ça? C'est en diversifiant un peu nos activités. On avait le textile, on avait l'agroalimentaire et le secteur agricole qui, au contraire, au moment en fait de la crise sanitaire, le besoin, et c'est plus en tout cas, il a plus augmenté Tu dis que, par exemple, voilà, que peut-être ici au niveau logistique, il n'y a pas encore assez d'industrialisation, pas assez d'énergie. Pourtant, moi, quand je vois les chiffres, et peut-être un point, je me tournerai vers toi ici, Arthur, nous avons la Zleka, qui, d'après les chiffres que j'ai ici d'un des derniers rapports qui a été émis par la CNUSET le 18 novembre dernier, ben, écoutez, selon elle, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 33% et réduire le déficit de 51%. Ben, c'est-à-dire que pour la logistique et pour la ZLECA offre une opportunité extraordinaire, je dirais, d'augmentation, de croissance. Est-ce que tu partages ce point de vue? Très probablement. Aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 2 semaines pour envoyer un camion d'Abidjan à Bamako. Donc, je pense que on a une belle marge de progression. On a des camions qui mettent énormément de temps à voyager et à franchir les frontières. Donc après, je suis très loin de pouvoir estimer combien ça pourrait rapporter au niveau commercial intra-Afrique, mais ça me paraît plutôt logique. Donc tu dirais que malgré tout, tu aurais une certaine note positive sur le marché futur, je dirais, et la croissance de ce secteur grâce à la ZLECA. C'est ce que tu partagerais comme point de vue. Bah, bien sûr. Et toi, Driss? Bah, déjà pour la définition en fait de la ZLECA, c'est un peu d'être dans le même, je dirais, principe que le marché européen. C'est-à-dire plus de frontières, les camions peuvent circuler comme ils le souhaitent. C'est une aubaine en fait pour, je dirais, des solutions comme Camtar, comme Cloudfreight. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit Arthur, bah, nous on fait par exemple Maroc-Sénégal. Bah, le camion, il peut attendre, en fait, il perd sur, par exemple, 6 jours de transit time. La moitié, c'est du temps d'attente pour des démarches de douane, des démarches en fait, administratives bidons, en fait. Donc, Il faut voir certainement... le coût d'immobilisation qui se le ressent coût aussi, en prix. bien sûr. À combien se chiffre-t-il? C'est des centaines d'euros par jour quand c'est des gros camions. Okay. Parce que le manque à gagner est énorme pour les propriétaires de camions. Donc forcément, c'est très très cher. Donc c'est réduire l'empreinte administrative, faciliter, permettrait aussi de réduire le coût du transport, qui est en Afrique est un des plus chers au monde, malheureusement. Bien sûr, parce qu'en fait, quand tu ouvres un peu ce marché africain, déjà, prime abord, tu encourages tous les exportateurs à aller chercher de nouveaux marchés. Il n'allait pas, par exemple, au Sénégal, en Mauritanie, parce qu'ils payaient très cher aussi les démarches douanières pour passer un peu, pour vendre en fait leurs produits. C'est quasiment 20% du coût du produit. C'est des coûts en fait de transitaires, des coûts de démarches douanières et compagnie. Donc déjà, 20%, ils pourraient les rajouter à leur marge. Donc ça les encourage en fait, et je rejoins ce chiffre-là, j'avais même un chiffre qui est plus optimiste, c'est que ça va accroître le développement du secteur du transport en Afrique de plus de 300%. 300%. 300%. Et ça me paraît logique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transporteurs qui fuient justement le transport international à cause de ça. Il a 6 jours normalement pour acheminer un produit du Maroc vers le Sénégal, alors que si on était dans le même schéma de libre-échange qu'en Europe, c'est un trajet de 2 jours, 3 jours normalement. Écoute, sur ces bonnes paroles, j'espère que vos expertises seront entendues par les décisionnaires. Malheureusement, nous devons clôturer ces débats. Le temps, évidemment, court à une vitesse extraordinaire. Mais en tout cas, la ZLECA, j'ai cru comprendre, offre en tout cas un bon espoir aux gens du secteur, selon vos dires. Moi, je terminerai par ce débat en donnant ma petite contribution, en citant Sun Tzu, qui est un grand stratège chinois, qui est vraiment suivi par beaucoup d'économistes, et qui a dit que la ligne qui sépare l'ordre du désordre se nomme la logistique. En tout cas, je vous remercie à vous deux pour vos expertises et vos opinions, en tout cas très très intéressantes. J'espère qu'elles ont contribué en fait à donner de nouveaux points de vue à ce débat et aussi de développer les connaissances sur le secteur de la logistique qui ne demande qu'à être connu, hein, et surtout quel est l'apport du numérique là-dedans, parce que j'ai vu comprendre qu'il est venu tardivement dans ce secteur-là. Donc merci à vous.
Merci. Et en tout cas, je vous souhaite à vous tous qui nous suivez, tant ici en présentiel que online, une bonne suite de conférences avec Emerging Valley ici à Marseille. Merci beaucoup.